Merci. On peut passer du coup aux échanges. On a encore du temps. Des réactions, des questions, des commentaires. Oui, bon, je fais dans l'anglais. Moi, je voulais revenir sur la première intervention d'abord et te poser une question sur la manière dont tu as mobilisé les cartes individuelles. Parce que j'ai compris que c'était fait en 2 temps, avec un premier temps où chacun dessinait, et ensuite vous reportiez ensemble, en groupe collectif, sur le fond de carte. Et du coup, je me demandais, tu nous as montré 2 dessins qui étaient très différents, et je voulais savoir si tu avais fait une exploitation de ces dessins. Moi, je ne voulais pas retoucher ou repenser à ces dessins tout seul chez moi, parce que je trouvais que c'était sortir ces représentations qui avaient été faites de leur contexte. Et donc tout ce travail-là, il se faisait vraiment pendant l'entretien, et c'est à ça que servent après les cartographies collectives qu'on faisait ensemble. Et donc je laissais chaque jeune revenait sur la carte qu'il avait faite, l'expliquait, on essayait de resituer les points qu'il fréquentait. Et en fait, ce qui est très intéressant, comme c'était des ateliers collectifs, c'est que l'entretien se faisait presque au final sans moi, avec les jeunes qui se répondaient entre eux, parce que c'est des lieux qui fréquentent tous ensemble. Et donc de là surgissaient plein d'informations que j'aurais pas pu avoir si j'étais seule à seule avec l'enquêté. Et donc voilà, en fait ils se réappropriaient un outil cartographique qu'ils ont jamais appris à maîtriser, et ça se faisait relativement facilement. J'avais une question aussi pour toi sur en fait l'âge des enfants que tu avais fait dessiner, et bon, tu sais qu'il y a des difficultés à les faire dessiner. De quel ordre étaient ces difficultés et comment tu as réussi à les lever? Oui, alors en fait, oui, j'ai oublié de dire que ce n'est pas du tout des enfants, enfin ils avaient entre 18 et 24 ans. Ça se sent pas quand on voit les dessins, enfin les 2 cartes que j'ai montrées, et c'est là qu'on sent aussi le milieu assez précaire auquel ces jeunes appartiennent. Et donc là où il y avait de la difficulté pour les faire dessiner, donc c'est que c'était très très vite. Je leur disais qu'ils pouvaient ou dessiner, ou écrire, ou faire un plan, ou ils n'étaient pas obligés de faire du dessin, parce que ça c'était la grosse peur, c'était oui mais moi je ne sais pas dessiner, oui mais moi je ne sais pas faire des cartes. Et donc je leur disais mais écrivez les noms des endroits que vous fréquentez, et en fait petit à petit ça se débloquait, et de nouveau entre eux ils discutaient, ils étaient là, mais tu te souviens, on allait là, et en fait du coup ça se construisait ensemble, et puis chacun sur sa feuille représentait le quartier comme il le vivait, quoi. C'était par rapport à la 2e intervention. Est-ce qu'il est toujours bien le fait de passer par un gestionnaire pour justement acquérir des droits aux alentours de ce terrain, des libertés par exemple à avoir besoin finalement? Comment ils appréhendent ça? Comment ils appréhendent la gestionnaire? Oui, voilà, le fait que leur lieu de vie finalement soit géré et qu'ils n'en aient pas totalement les aires d'accueil, c'est des équipements publics. Donc voilà, ils sont gérés soit par la commune. De toute façon, en fait, les gens du voyage, qu'ils soient sur aire d'accueil ou pas, ils sont toujours obligés de négocier leur présence avec les pouvoirs publics, de toute façon. Donc si c'est pas la figure, quelque part, une fois sur l'aire d'accueil, le gestionnaire se substitue à la figure du policier ou du gendarme qui va venir sur le campement pour constater l'occupation. Il y a toujours en fait un intermédiaire quelque part qui va jouer ce rôle d'interface, avec lequel il est possible de négocier en fait sa présence, quoi. Parce que dans les travaux que vous avez fait, en fait, ce qu'ils mettent en lumière, c'est parce que les jeunes ne peuvent pas s'approprier comme espace, ou les difficultés qu'ils ont en dehors de cet espace-là, mais ils remettent à aucun moment en question, en fait, finalement, l'organisation de cet espace et le fait d'être supervisé par justement une autorité. En fait, si vous voulez, là, en l'occurrence, sur le petit film que je vous ai montré, vous voyez, la gestionnaire, elle est au tout début.
Donc la jeune fille qui sort, qui se lève, en fait, elle va voir donc Nora, la gestionnaire, dès son réveil, elle fait partie de son environnement quotidien, de vie. Je veux dire, en fait, il se trouve qu'elle, après c'est des questions de personne, je ne sais pas du tout, je ne vais pas faire de ça une généralité, ça dépend beaucoup de la manière dont cette fonction de gestion est exercée. Et la manière dont... voilà. Mais bon, là, en fait, Nora, il se trouve que c'est quelqu'un qui a toujours été dans la discussion et qui s'est énormément investi. Donc, de fait, il y a aussi un retour... voilà, elle est... en tout cas, vis-à-vis des enfants, enfin, au contraire, les enfants sont très demandeurs. Je veux dire, quand on a fait les ateliers, donc en fait, avec les cartes communautaires, etc., je vous en ai pas parlé, mais la méthode, c'était vraiment le contrat, il passe pas justement par l'organisme gestionnaire. Le contrat, il était entre eux, enfants, et nous, équipe du projet européen, etc., donc l'équipe du LIERIS. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, on arrivait, la salle, elle n'était pas ouverte. Mais c'est pas grave. Et un autre exemple que je peux vous dire, c'est que par exemple, nous, on a formé en fait des animateurs pour qu'ils puissent aller sur différents lieux. On n'était pas sur tous les lieux, on a formé des gens par exemple sur Bordeaux, etc. Et pendant cette formation, on avait des gens qui étaient déjà habitués à travailler sur les aires d'accueil et qui disaient « Ouais, mais moi, je vais pas frapper au carreau des caravanes le matin, ils sont pas levés. » Vous voyez, ce genre de problème aussi où ils sont pas au rendez-vous alors qu'on avait prévenu la veille, etc. Nous, le contrat tacite, c'était qu'on était autorisés par les jeunes et par leurs parents à aller frapper au carreau de la caravane. Quoi. Ça arrivait plein de fois où ils n'étaient pas réveillés, puis on attendait 20 minutes et en gros, ils nous disaient j'arrive, voilà. Mais ça faisait partie, vous voyez, on était vraiment très souple. On a fait plein d'ateliers dehors. Dans la carte qu'ils avaient dessinée, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, les jeunes en fait, avaient leurs propres espaces où il y avait des emplacements qui étaient vacants. Par exemple, l'emplacement handicapé était pas tellement occupé, pas souvent. Il fallait qu'il y ait une personne handicapée qui arrive. Donc ça faisait partie des espaces de jeu possibles. Ou alors, il y avait un autre endroit, c'était marqué, là où le camping, il y avait marqué, en fait, il y avait une case comme ça sur l'air, parce que du coup, ça reste quand même un truc carré, et marqué, là où il y a le camping cassé pour jouer. Donc un vieux camping, en fait, une vieille caravane qui était là, c'était sans doute une ancienne caravane cuisine d'hiver que les gens avaient laissée là, et eux, ils y allaient, en fait, pour jouer, parce que le truc était cassé, et... Voilà. Mais après, sur la relation, bon, c'est pas ce qu'on a travaillé en priorité, mais en même temps, c'est cette relation-là qui a rendu possible aussi le projet. François, moi, c'est une question en fait, pour les deux intervenants, surtout pour la première quand même. C'était par rapport à l'idée de fond de carte, en fait, pour une plan de carte routière. Donc, quel est le rapport que ces jeunes ont à ce type de carte? Quand vous leur montrez la carte, est-ce que c'est un rapport d'évidence? Est-ce que c'est un rapport de surprise? Parce que on a des réflexes socialement constitués en fait par rapport à ce que c'est une carte. Mais on a l'impression qu'avec le Google Maps, tout le monde a cette représentation, elle ne s'en doute pas. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Et après, est-ce que ça peut faire un analyse pour l'analyse de regarder ce rapport aux cartes topographiques? Quand les tout premiers entretiens que j'ai réalisés, quand les jeunes arrivaient dans la pièce dans laquelle je m'installais, le fond de carte était déjà installé et ça a donné tout de suite lieu à une situation de peur où ils me disaient « Ah mais on ne va pas savoir répondre ». En fait, ils voyaient une carte et c'était pas évident. Et donc après ça, j'ai caché le fond de carte et on a d'abord travaillé sur des feuilles blanches qui c'était du coup plus évident. Et en fait, ces jeunes connaissaient parfaitement bien, une fois que je sortais la carte, ils savaient tout de suite se situer. Et c'est des jeunes qui ont une pratique dans l'espace public qui est vraiment très très développée. Et donc, entre eux, ils discutaient de la carte et ils disaient « Oui, mais tu vois, là, c'est ce coin-là où on zone tout le temps. Ah, mais là, c'est ce groupe-là qui zone. » Et en fait, ils ont une maîtrise de l'espace qui est assez impressionnante. Et ils savent tout de suite se repérer sur la carte. Ça posait pas de problème. Nous, on n'a pas utilisé de carte IGN, voilà, c'était vraiment que des... Il n'y a pas d'usage du tout chez eux, naturellement, parce que quand ils s'appuient, ils ont forcément des cartes. J'avoue que ça mériterait... Même si c'est rien, je sais pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. En tout cas, moi, on n'a pas du tout, et ça n'a pas du tout été évoqué, le fait de travailler avec la carte. Parce que, juste pour réagir à ça, Denis disait que les Touaregs, ils n'avaient aucun problème pour se repérer sur les cartes. Donc, effectivement, du voyage, s'ils bougent, etc. Effectivement, peut-être qu'il y
Ben, honnêtement, ouais, c'est vrai que pourtant, hein, moi j'ai été accompagnatrice de leur stationnement. Enfin, quelque part, j'étais là pour en bout de course, quoi, pour qu'ils y trouvent un. Et j'ai jamais vu de carte, quoi. Enfin, je veux dire, on s'est jamais mis autour d'une. Il y avait comme. D'ailleurs, moi, je le faisais toute seule parce que quand je suis arrivée, j'étais pas originaire de l'Hérault, donc en fait, c'était super compliqué. Parfois, j'étais appelée par la police. Ils sont derrière la zone commerciale, machin. Oui, enfin, des endroits en fait qui sont pas sur les cartes, quoi, de toute façon. Donc même moi, il fallait que. Enfin, c'est plutôt moi. En fait, j'utilisais la carte pour pouvoir me repérer, mais eux, franchement, non. Ils ont des noms aussi spécifiques pour nommer en fait des endroits où ils ont aussi l'habitude d'aller. Parce qu'en fait, c'est aussi, il y a aussi des habitudes familiales à aller dans tel ou tel endroit. Bon, ça, c'est l'organisation aussi communautaire de l'espace, y compris d'ailleurs sur les aires d'accueil. Donc là-dessus, parfois, on ne va pas sur telle aire parce que c'est plutôt la famille machin qui y est. Enfin, voilà, il y a tout ça. Alors après, les lieux, aires d'accueil ou pas aires d'accueil, sont aussi identifiés parfois par la fréquentation des familles. Mais oui, beaucoup. J'entends plus des noms. Voilà, ma réponse, ce serait plutôt. J'entends plus des noms de famille que des. Vous voyez, Enfin, c'est plus comme ça que ça fonctionne, quoi. Et c'est vraiment plutôt mental. Il y aurait beaucoup de choses à faire, je pense. Je vous dis, moi, je vous ai montré ce que j'ai fait avec les enfants, mais à mon avis, ça reste exploratoire, quoi. Parce qu'il y a plein de choses à faire sur cette dimension-là, de la perception du territoire, etc., sans les cartes chez les gens du voyage, je pense. Moi, j'avais. Je voulais dire, il y avait deux petites réactions. D'abord, sur le carnet que tu as fait circuler, moi j'ai été très étonnée de la qualité graphique. Il est très très beau. Et c'est étonnant la manière dont l'enfant mélange le 2D, la manière dont il représente des choses en plan ou pas, pour avoir une richesse. Donc je voulais un peu savoir si la plupart des cartes étaient aussi riches. Non, et puis j'avais une question complémentaire pour toi, Anna, sur les cartes que tu nous as montrées faites sous SIG, où tu as reporté les cartes collectives, où en fait tu nous as montré, il y en avait une qui était pour deux jeunes et une autre qui était pour un jeune, je crois, et du coup finalement c'est pas vraiment des cartes collectives puisqu'après tu les as retraitées pour montrer différentes formes de spatialité, enfin de mode d'occupation territoriale, et du coup je voulais que tu nous expliques comment tu as fait ça. En fait c'est bien à chaque fois des cartes collectives pour deux jeunes. C'est juste que la carte en jaune, qui a l'air d'être du coup la carte d'un seul jeune, je ne sais plus ce que c'est ça, c'était deux frères qui faisaient tout ensemble. Et donc en fait leur espace de vie était identique. Et donc l'espace jaune, je ne sais pas si je sais. Mais moi j'ai compris que tu avais 5 groupes de 10 jeunes. Non, à chaque fois ils étaient 3 jeunes, 3 ou 2 jeunes dans chaque groupe. Okay. Et donc au total ça faisait une dizaine de jeunes. Ah d'accord, j'ai mal compris l'échantillon. Ok, donc c'était des tout petits groupes. Oui, sinon c'était pas possible de discuter. Enfin, j'ai essayé d'ailleurs de faire un jour un atelier avec 5 jeunes et en fait le résultat de l'atelier était inexploitable, quoi. Il y avait trop d'informations qui partaient dans tous les sens. Et ce qui fonctionnait mieux c'était d'avoir des jeunes qui avaient en fait des pratiques très similaires, soit des amis très proches, soit des frères et sœurs, et qui pouvaient du coup échanger sur les lieux qu'ils fréquentaient, parce qu'ils fréquentaient les mêmes espaces, ou au contraire se distinguer en disant « Ah non, moi je vais en fait à l'école de l'autre côté de la ville », mais en tout cas il y avait une base commune. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Et je vais répondre à la première question, pardon. Sur les carnets, en fait, ils étaient de qualité tout à fait inégale, bien évidemment. Alors, j'ai pas vu tous les carnets, mais j'ai demandé... moi, j'ai le souvenir d'avoir vu un carnet fait sur l'autre aire d'accueil, celle de Lunel, où là, on est sur une aire où, on va dire, ça circule beaucoup moins. C'est-à-dire que pour le coup, c'est vraiment une aire qui est appropriée plus ou moins par tout le temps les mêmes familles. On est sur un espace de plus ou moins de sédentarisation, de semi-sédentarisation, où c'est plus ou moins tout le temps les mêmes familles qui circulent ou qui viennent, où c'est les cousins qui rentrent quand il y a des gens qui sortent, etc. Avec peut-être une scolarisation peut-être aléatoire. Bon, là, j'ai pas précisément toutes les données, mais en tout cas, le carnet, j'ai vu un carnet. Les carnets étaient très pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des routes. Alors, ça m'a vraiment marqué et j'ai demandé à Tania en préparant cet atelier, je me suis dit je vais essayer j'ai demandé à Tania Magie, donc qui avait fait cet atelier, si elle pouvait me retrouver les images effectivement de Lunel pour vous montrer, parce qu'en fait c'était des circuits de route, quoi. Enfin, c'était du coup étonnant parce que autant Angelo pour le coup il voyage vraiment. Enfin, je veux dire, ce carnet c'est un carnet de voyageurs qui voyagent vraiment dans plusieurs régions de France.
que là, c'était... j'ai eu l'impression qu'à Lunel, ces enfants avaient un peu fantasmé ce à quoi ils sont assignés par la société, c'est-à-dire remis sur les routes et pas autorisés à s'implanter dans le territoire lunélois. Et ça, c'est une grosse problématique, hein, parce qu'en fait, on a les aires d'accueil, les premières aires d'accueil, elles sont apparues dans les années 90. Donc on a, dans des espaces comme ça, un peu de relégation, des aires qui ont été des espaces de relégation, il y en a beaucoup, des espaces pollués également, etc. Et en fait, il y a des enfants qui ont grandi sur ces espaces, mais qui ne peuvent pas se revendiquer comme étant d'ici, comme étant chez eux sur cet espace, parce que ça reste un espace public. Et vous voyez, c'est très compliqué, en fait, du coup, de se construire une identité... d'ici, quoi. On reste du coup renvoyé. Et donc je pense que là, il y aurait eu une analyse. Malheureusement, j'ai pas assisté à ces ateliers à Lunel, et je le regrette parce que, à mon avis, ça aurait été très riche de comparer, voilà, effectivement, deux types de trajectoires. Voilà. Donc je n'ai eu que le résultat artistique, graphique en tout cas, mais qui parle déjà beaucoup. C'est aussi la manière dont ça a été introduit, quoi. En fait, j'avais une question par rapport à Cernay, il y a quelque chose qui est assez merveilleux, là, c'est le voyage des voyageurs. Oui. Ça, c'était le premier dessin ou le dernier dessin? Le voyage des voyageurs, c'est plutôt vers la fin. Angelo, il dit à un moment donné le voyage des voyageurs. Ouais. C'est magnifique. Ben oui, parce que c'est pas n'importe quel voyage, c'est une manière de voyager. C'est-à-dire, là, il y a la question de la construction aussi de l'identité voyageuse dans tout ça. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, tous les univers qu'il fréquente là et qu'il décrit sont des univers voyageurs au sens de étant celui des gens du voyage. Enfin, voilà. Mais après, voilà, voilà, c'est une famille. Bon, après, je connais les parents. Hein, c'est pas des gens qui, enfin, on n'est pas dans une famille. Enfin, on est aussi dans des conditions de précarité, très clairement. Enfin, je veux dire, c'est pas des gens qui sont tout le temps sur des aires d'accueil. Ils sont beaucoup aussi dans des zones. Ils ont longtemps été à la ZAC de Frontignan, enfin pour ceux qui connaissent, voilà, les caravanes qui sont avant de rentrer dans Sète, là, voilà, donc c'est vraiment pas... voilà. Moi, c'était pourquoi les enfants? Pourquoi les enfants? Ça s'est fait, je me dis franchement, moi, ça s'est fait un peu naturellement. Moi, ça m'a ouvert, hein. Au contraire, j'ai trouvé que c'était... Moi, j'ai trouvé, je dirais plutôt heureusement... Heureusement que je me suis ouvert aux enfants, parce que les adultes, ils sont beaucoup plus fermés sur... voilà, comment dire, il y a quelque chose de beaucoup plus blasé, en fait, chez les adultes, qu'on a pu observer aussi quand on a fait ce projet européen. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants étaient amenés à pouvoir... voilà, ils se sont vraiment pris au jeu de pouvoir... de cette idée de transformer leur espace de vie, etc. Et quand ils sont allés voir les adultes en leur disant, voilà, on va faire une piste cyclable, qu'en pensez-vous? Parce que ça faisait partie du processus. Les parents leur répondaient des choses même un peu horribles, quoi. C'était non, de toute façon, il va falloir qu'il y ait un accident pour qu'ils fassent quelque chose. Mais ce qui est une réalité, enfin, c'est aussi une réalité. Je veux dire, faut pas le minimiser. Mais là, pour le coup, les enfants étaient porteurs d'une énergie, voilà, autre, quoi, que j'avais pas trouvé vraiment chez les adultes, qui sont beaucoup plus dans le protocole de la négociation. C'est-à-dire, ils ont acté le fait qu'ils étaient rejetés. Les enfants aussi, hein, ça apparaît, je ne veux pas le minimiser non plus, mais vous voyez, il y avait un truc qui était plus jouable, dans les deux sens du terme, pour eux, là. On était encore dans un cadre d'animation socioculturelle aussi, vous voyez, ça s'inscrivait dans quelque chose d'intermédiaire, quoi, auquel les adultes n'ont pas accès, finalement, n'ont plus accès. Dans votre travail, dans votre présentation, on voit un peu ces deux types d'espaces, celui en prisé, bétonné, qui offre des opportunités, mais qui a aussi ses inconvénients, et l'espace plus naturel. Et est-ce que dans votre travail, même si ce n'était pas une question centrale, est-ce que vous avez ressenti aussi un besoin de nature, bien que il n'y avait pas forcément d'accès à l'eau, enfin, quel était un petit peu ce compromis entre un espace très bétonné ouais, c'était la suite, en fait, justement, en fait, Violette, donc, qui parle là dans le dernier film que je vous ai montré, elle, clairement, elle revendique le fait de vivre dans la nature. C'est-à-dire qu'en fait, elle le dit, c'est du vécu, quoi. Elle dit, je n'en peux plus de ce goudron. Elle n'en peut plus, et c'est un vrai problème aussi, parce que quand on vit dans une région comme ici, où il fait super chaud l'été, sur du goudron,
c'est horrible, c'est vraiment, l'été c'est intenable, ils sont obligés d'arroser pour pas avoir chaud, donc c'est pas du tout adapté en fait, et c'est pour ça qu'après, revenons à la toute première diapo, en fait les voyageurs qui voyagent dans un cadre autre que celui de ce qu'on appelle les grands passages, donc les grands groupes plutôt évangélistes qui circulent l'été, etc., à 100 ou 150 caravanes, eux ils vont s'installer sur des terrains enherbés. Hein, parce que ça correspond, on est dans la saisonnalité aussi du voyage, voilà. Donc oui, de toute façon, enfin bon, on peut le lire aussi symboliquement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une privation d'accès au sol très claire. Je veux dire, le goudronnage, le bétonnage, c'est on peut rien. Voilà, ce que disent les voyageurs, c'est on peut rien planter. J'ai plein d'autres expériences que j'aurais pu partager. Mais enfin, voilà, c'est par exemple un voyageur qui avait acheté un terrain privé pour s'installer avec sa famille dans une zone agricole ou naturelle. Enfin, en tout cas, c'était un champ comme ça. Parce qu'ils demandent très peu, ils veulent juste un point d'accès à l'eau. La plupart du temps, même pour l'électricité, ils peuvent se débrouiller, etc. Mais le truc primordial, c'est l'eau. Et en fait, il s'est fait expulser parce qu'il n'avait pas le droit d'être là. Et il se retrouve sur une aire d'accueil. Et là, la première chose qu'il dit, enfin, il est dégoûté, vraiment dégoûté. Il dit, j'en peux plus. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ici? On peut même pas planter un arbre, rien, une fleur. Enfin, ouais, on peut pas s'approprier les lieux. Mais c'est fait pour. Hein, c'est là, clairement. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis aussi, c'est cette question de... Voilà, c'est des voyageurs, mais on les accompagne bien dans ce processus de remise en circulation permanent. Hein. Je veux dire, moi, quand j'étais médiatrice, j'entendais tout le temps dans la bouche de mes interlocuteurs élus ou institutionnels, c'est leur place, c'est sur les routes, quoi, clairement. Il y avait même pas de... C'était pas dans le second degré. C'était... non, mais ces voyageurs, ils ont rien à faire là, leur place c'est sur les routes. Donc enfin, c'est très violent, quoi. Du coup, moi, mon travail, mon entrée, ça a été justement les problématiques d'accès à la propriété. Pour ma thèse, j'ai choisi vraiment de travailler sur tout ce truc-là, et en partant notamment des difficultés de plusieurs voyageurs avec qui j'ai pu travailler, y compris quand j'étais médiatrice, de leurs difficultés d'accès à la propriété foncière. Une deuxième question. On parle de cartographie, de repères dans l'espace, et finalement, avec le smartphone, on a tous un GPS. Et est-ce que vous avez pu identifier une transformation de notre place dans l'espace, de nos repères, de notre capacité à nous orienter? Quel est votre avis par rapport à ça? À nous tous ou à... Dans votre travail, est-ce que vous avez pu, en comparant des personnes qui ont toujours leur GPS entre les mains et d'autres qui n'ont pas, quel est votre ressenti global par rapport à ça? Moi, je n'ai pas étudié précisément ces transformations-là. Hein. Après, je sais que... Bon, voilà, après, j'ai plus envie de répondre sur la question de l'accès à Internet chez les gens du voyage. Bon, ça a été... depuis qu'il y a les 3G, etc., donc c'est plus problématique. Mais par exemple, encore aujourd'hui, les aires d'accueil n'ont pas la Wi-Fi et ça pose de problème à personne. Enfin, toi, c'est pas du tout acquis, l'accès au numérique, etc. On n'y est pas... pour ces populations-là aussi, il y a une forme de discrimination à cet endroit-là aussi. Après, franchement, je ne peux pas répondre sur le reste. Je n'ai pas du tout étudié les usages de l'ensemble de la population. Finalement, ne s'installent pas dans des aires ou qui ne s'installent pas en groupe. Est-ce que vous êtes allé à leur rencontre? Et deuxième question, est-ce que vous avez vu des acteurs du monde social sur ces aires? Parce que, avant de vous expliquer, est-ce que vous avez vu des assistantes sociales qui passent de temps en temps? Ou est-ce que c'est aux gens de... Comment ça se passe? Alors, ouais, des individus isolés... les gens du voyage vivent en communauté, hein, je veux dire, ils vivent en communauté familiale, donc dès lors qu'il y a une famille, il y a au moins, le strict minimum, c'est 2 caravanes. Hein, je veux dire, après, il y a toujours, en règle générale, ça commence à 5-6 caravanes. Voilà, donc moi, non. Après, ce que j'ai pu observer, oui, c'est des gens qui se précarisent et qui décident de vivre en caravane. Et pour certains, qui vont s'installer sur des espaces, pas des aires d'accueil, enfin ça peut arriver, mais c'est compliqué, parce que les aires d'accueil sont les endroits que revendiquent aussi les gens du voyage comme leur étant dû. Donc c'est compliqué, voilà. Mais ce que j'ai pu observer aussi, c'est... Alors, 2 choses, c'est que parfois les gens du voyage peuvent déloger, par exemple, des gens qui vivent en camping-car à l'année, qui ne seraient pas des gens du voyage, ça,
voilà, je sais. Et autre chose, c'est qu'il peut quand même y avoir aussi une fonction d'accueil sur un campement, pas sur une aire d'accueil, mais sur des campements. Parfois, on retrouve des gens qui vont s'agréger comme ça, qui sont plus précaires. Voilà, je pense à une femme qui était avec sa fille, elle avait divorcé, voilà, précarité, elle s'est retrouvée justement la ZAC de Frontignan où il y a toujours eu des caravanes. Je ne sais pas si ils ont été expulsés, mais enfin voilà, elle était là avec et là c'était très cosmopolite. Il y avait à la fois des Roms migrants, il y avait des gens du voyage qui connaissent très bien ici, etc., qui sont connus justement des travailleurs sociaux, etc. Et puis il y avait cette femme-là qui était je ne veux pas dire intégrée parce que c'est compliqué, mais en tout cas elle vivait là, quoi. Elle vivait avec eux, quoi. Et sur les travailleurs sociaux, ça dépend. Enfin normalement oui, c'est obligatoire que sur les aires d'accueil, normalement ils ont une obligation d'intervention sociale, c'est obligatoire. Hein, mais par exemple, il n'y a pas de salle collective sur toutes les aires, donc ça peut, c'est très aléatoire là encore, c'est une volonté politique. Je voudrais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, et je pense que ça vaut pour toutes les deux, c'est moi je travaillais en fait sur la mobilité des peuls, hein. Je m'excuse, je reviens au sac. Je parle de ce que je connais. Et il y a quelque chose qui m'a intéressé chez toutes les deux, c'est comment dire, alors pour la question des peuls, c'est que quand même pour moi, en partant d'une définition du territoire qui est espace approprié par une société avec le sentiment de cette appropriation, donc définition qu'a donnée Roger Brunet là, dans les mots de la géographie, etc. C'était l'idée qu'il y avait des territoires étatiques, des territoires coutumiers, etc., mais il y a aussi des territoires qui sont liés à des espaces vécus, à une répétition de pratiques qui font une sédimentation à un moment donné. Donc, vous parliez tout à l'heure des jeunes qui savaient exactement voilà, que dans tel endroit ils pouvaient aller, mais dans tel autre endroit c'était tel groupe, pour vous c'est telle famille. En fait les gens raisonnent l'espace par rapport à oui, non mais ça c'est la famille Martinez, Quechez, enfin bon bref. Et évidemment ce que je trouve intéressant dans les deux cas c'est que les gens vont se positionner par rapport à des régularités. Alors bon, je comprends très bien la question sur l'histoire du GPS et de savoir quel chemin on va y arriver, mais en fait les points d'ancrage qui sont les points là où on se sent à l'aise en sécurité et peut-être reconnu par la société autour comme étant des endroits qui sont à nous, même si c'est des endroits pourris, c'est quand même, ça structure complètement la cognition spatiale en fait dans les deux cas, quoi. En fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Je pense que c'est quelque chose qui vous rassemble, qui rassemble les deux présentations. Après, je pense que c'est présent aussi aussi, il y a des stratégies d'éviction aussi de certains liées à ça précisément, mais il y a aussi du coup des contournements. Enfin voilà, c'est pas forcément logique. Les trajectoires sont pas toujours logiques. C'est-à-dire parfois on peut pas aller, on ne veut pas, ou même c'est carrément politique quoi. Ils veulent pas. Certains ne veulent absolument pas rentrer sur les aires d'accueil. C'est hors de question. Donc ils se débrouillent autrement. C'est plus compliqué, mais. Mais je veux dire, ça peut marcher aussi avec des campements, quoi. C'est-à-dire des gens qui préféraient aller avec des campements, oui. Et dans leur vision de leur saison et la manière dont ils vont organiser leur voyage, ils savent qu'ils vont arriver à tel campement et qu'ils vont éviter telle aire d'accueil parce que... Oui, tout à fait. Ça, les grands passages, ça joue vraiment là-dessus. Hein. C'est vraiment un espèce de dispositif, comment on appelle ça, parallèle, enfin, je veux dire, qui permet d'éviter d'aller sur les aires d'accueil. Enfin, clairement, ça permet d'une part le rassemblement communautaire et surtout de garder la main sur la négociation de sa présence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus un truc automatique d'entrée et de sortie de caravane. C'est monsieur un tel qui est responsable de tel groupe qui va négocier pour... Alors, par contre, c'est des durées très courtes. Par contre, ça va pas être... On n'est que sur une semaine ou 15 jours, pas plus, sur les grands groupes. Ouais, dans le cas des jeunes, un des objectifs de ce travail, c'était un peu donc c'est des jeunes qu'on considère habituellement qu'ils ne font rien, que ce soit dans les médias, les discours politiques, et donc en fait c'était redonner du sens et une cohérence normative interne aux pratiques qu'ils réalisent quotidiennement. Et donc en fait, toutes ces pratiques d'occupation de l'espace, elles sont extrêmement régulées selon un système de normes qui est à eux, avec où est-ce que j'ai le droit d'aller, où est-ce que j'ai pas le droit d'aller, qui pour nous n'a pas, enfin pour moi en tout cas extérieur à ce terrain-là, n'a pas spécialement de sens, mais effectivement il y a certains endroits qui deviennent
centraux pour des pratiques qui, vues de l'extérieur et peut-être vues de haut par des discours politiques ou médiatiques, sont des pratiques de « je ne fais rien ». Donc par exemple, ces jeunes-là, ils zonaient, et la pratique de la zone, c'est une pratique dans la suite du travail que j'ai définie comme telle et qui a un vrai sens pour ces jeunes. On zone pas n'importe où, on zone pas avec n'importe qui, il y a une temporalité à cette pratique, et en fait ça fait de cette zone qui n'est jamais considérée comme une pratique en tant que telle, en fait une réelle pratique que j'ai pu par la suite cartographier, que j'ai pu complètement codifier. Oui, c'est ça, tout à fait. Et pareil pour la violence, qui est tout le temps étudiée comme quelque chose de déviant, hors norme. Et ben, dans ce cas-là, la violence, elle n'était pas juste hors norme, de nouveau, elle était tout à fait codifiée. Et c'est une question pour Anna. La première, c'était justement entre la stratégie, on va dire, de manière générale et l'autre linéaire. Est-ce que tu peux nous parler des normes qui s'y rattachaient entre l'une et l'autre, ou est-ce qu'il y en avait qui s'y rattachaient? Parce qu'au départ, ça vient de pratique de l'espace, comment socialement il y avait d'autre part des enjeux de violence ou de pratiques différentes. Et la deuxième, c'était est-ce que tu avais travaillé sur leur désir de sortir de cet espace? Oui. Donc en fait, j'ai défini 3 pratiques, la pratique de la zone, la pratique de la violence et la pratique des usages de la mobilité. Donc ça reprend avec est-ce que je veux sortir ou pas de cet endroit. Par rapport aux normes sur où est-ce qu'on zone et tout ça, en gros c'était très fort défini par quel était le groupe le plus gros qui zonait, et puis il y avait des questions, avec très fort des questions d'âge. Il y a un respect pour les plus âgés qui est énorme, et donc les territoires, enfin les espaces occupés par les plus âgés ne peuvent pas être pris par des plus jeunes. Et ces territoires, c'est en bas d'un bâtiment de logements sociaux, ou c'est la gare, les centres commerciaux. Donc c'est des espaces qui à la base ne sont pas faits pensés pour être. C'est pas un parc, c'est pas un terrain de foot. Et en fait, c'est tous des éléments qui manquent dans ces quartiers-là. Il n'y a pas de parc, il n'y a pas de terrain de foot. Et donc on zone où on veut, mais selon des normes. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et pour la pratique, les usages de la mobilité, j'ai distingué quels étaient les jeunes qui ressentaient une forme d'enclavement et ceux qui ne le ressentaient pas. Et en fait, c'est les jeunes, par exemple ceux qui avaient une pratique de l'espace beaucoup plus linéaire, c'est ceux qui en fait sont les plus enclavés, qui ont le plus intégré la question du stigmate et l'idée qu'ils sont attachés à cet espace-là et qu'ils ne peuvent pas en sortir, tandis que ceux qui zonent, alors que pourtant c'est les jeunes les plus stigmatisés, c'est ceux qu'on va retrouver dans les articles de presse et tout ça, c'est ceux qui posent problème. Ceux-là ont beaucoup plus une conscience du stigmate et une envie de sortir de ces quartiers, tout en sachant que c'est pas toujours possible. Au final, ils y sont attachés par la force des choses pour des questions d'argent, pour des questions d'éducation, pour des questions... Non, c'était une réponse à la personne qui posait une question sur les hauteurs. Après, c'est un travail en cours, puisque je suis en thèse sur la géolocalisation, c'est pas... Ça me peut-être répondre un peu, mais voilà. J'ai travaillé un petit peu sur Waze, donc l'application GPS pour ceux qui ne connaissent pas. Et généralement, les gens cherchent une adresse qu'ils ne connaissent vraiment pas. Après, ça les aide à repérer le terrain et voir de nouveaux repères par rapport aux repères qu'ils ont déjà ou qu'ils ont oubliés. Il n'y a pas cette envie de connaître par cœur en fait un trajet, à part pour ceux qui veulent se détacher ensuite du GPS. Il y en a qui connaissent par cœur le trajet, qui gardent le Waze juste pour avoir d'autres repères comme il y a la police, il y a un accident, il y a quelque chose sur la route. Mais ils utilisent Waze que pour ça. C'est le trajet dont on a réalisé, les repères également. Et après, même s'ils connaissent par cœur, ça les rassure de voir toujours les mêmes repères présentés par un GPS. Voilà. Donc, globalement, en tout cas, il y a moins d'individus qui cherchent à intérioriser des repères, des trajets et ce qu'il y a dans leur environnement parce qu'ils savent qu'Internet justement leur fournit que de toute façon, s'ils ne savent vraiment pas, Internet leur donne.
mais voilà, le GPS est utilisé pour fluidifier la mobilité. L'aspect temporel, c'est-à-dire on va arriver vite à notre but. Si, mais justement, c'est pour fluidifier. Là, ça se perd un petit peu, vagabonder, etc. Il n'y a plus vraiment la possibilité de se perdre, en fait. Il n'y a plus trop cette crainte. Il y a la crainte d'aller dans un espace qui n'est pas connu, qui est inconnu, mais ils cherchent avant tout à fluidifier leur mobilité, donc à aller plus vite ou à éviter les risques. Moi, j'aurais une dernière question. J'aurais voulu savoir, étant donné que vous avez présenté toutes les deux ces travaux comme un peu préparatoires ou une première phase pour aller vers d'autres recherches, comment est-ce que vous avez prévu de rebondir et éventuellement de développer dans votre travail de chercheuse à nouveau, d'utiliser à nouveau ces outils de cartographie sensible, si vous avez prévu de le faire? Moi, ça va s'ancrer dans un travail sur les pratiques populaires et la manière dont elles s'ancrent dans des projets de rénovation urbaine qui en fait sont là pour supprimer ces pratiques populaires de l'espace public. Mais justement, le point méthodologique, il est encore en réflexion. Mais à mon avis, je mobiliserai encore des cartes. Moi, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas. Je suis assez curieuse de la formation de demain pour voir ce que ça peut justement m'apporter et ouvrir peut-être des nouvelles perspectives. Mais voilà, j'ai pas prévu de faire de nouvelles explorations. Moi, j'ai une petite question, un peu finalement pas si ça reste un peu à vous trois. Encore une fois, pour moi, c'est une découverte aujourd'hui, ce type de méthode. J'ai l'impression qu'elles sont assez liées aussi au périmètre de ce qu'on appelle la recherche-action. Chez un certain nombre d'entre vous, c'est assez clair. Et du coup, je me posais finalement la question du contrat un peu plus ou moins tacite qui peut exister entre vous et vos enquêtés vis-à-vis aussi de ces méthodologies. On voit bien à quel point elles peuvent nourrir une recherche en faisant sortir un certain nombre d'éléments qui sinon ne seraient pas apparus. On voit bien que ça peut donner aussi, il y a un peu de réflexivité aussi aux acteurs, enfin il me semble que c'était ce qu'il y avait aussi un peu dedans. Mais il me semble, je crois que c'est toi qui as employé le terme de pouvoir d'agir aussi derrière, que c'est censé leur conférer du coup du pouvoir d'agir. Et là, voilà, moi ce qui m'interroge aussi, c'est la posture aussi peut-être du chercheur là-dedans. Est-ce que vous allez jusqu'à, je vois bien comment vous les exploitez du point de vue de la recherche, mais est-ce que parmi vous, vous êtes allé jusqu'à carrément accompagner justement vous enquêter justement dans cette quête de pouvoir d'agir auprès des pouvoirs publics, en termes de politique publique, ou pas du tout? Est-ce que vous y avez vu, est-ce qu'il y a une difficulté en la matière? C'est très décousu ma question parce que c'est pas encore très clair. Mais je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. Moi j'ai des éléments. Vas-y. Mais moi, je me dis, pour ça, je me considère que j'ai pas, que je veux pas mener les jeunes à agir sur leur situation, que je veux juste leur donner de la visibilité dans les travaux qui sont faits aujourd'hui et qui sont très souvent en accord avec la norme dominante de la société et tout ça, et que du coup, étudier les classes populaires, c'est nécessaire pour éviter leur invisibilité. Mais je ne considère pas qu'ils ont besoin de moi pour agir. Et en tout cas, pour l'instant, ça ne s'est pas encore posé comme ça. Comme question. Alors, donc moi, deux choses déjà. Bon, premièrement, ce qu'on voit, c'est que Violette, elle fait ça toute seule. Effectivement, elle n'a pas besoin du tout du chercheur ou quoi que ce soit. Par contre, elle a besoin d'outils. Donc ça, je trouve que ça, c'est intéressant de regarder comment elle s'empare de certains outils qui sont communs avec la recherche. C'est des outils que moi, j'utilise pour la recherche, donc elle va utiliser. Dans toutes ses vidéos, elle s'adresse au gadget, donc au nom de Zigane, en disant voilà. Donc elle apporte un témoignage et en fait, moi, je suis là en relais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, elle vient me voir en disant j'ai fait ça. Enfin, elle ne m'avait pas montré toutes ces vidéos comme ça tout de suite. Et ça pas... Parce que moi, j'ai eu toute une... Dans mon webdoc, j'ai eu toute une phase où on faisait des entretiens. Je travaillais avec une photographe, donc c'était un peu... Du coup, il y avait un truc plus protocolaire que là. Bon, là, c'est...
Mais ça, c'est vraiment ethnographique pour le coup. Mais donc on faisait des entretiens filmés, etc. Elle racontait sa vie, elle était beaucoup plus posée, etc. Et elle n'était pas dans l'action. Là, ce qu'on voit, c'est que... Et donc, je ne les ai pas utilisés finalement, ces entretiens. Je trouve que ça n'apportait pas... Que tout ça, toute cette matière-là qu'elle a faite elle-même, je l'ai utilisée. Je n'ai pas pu tout utiliser. Mais franchement, donc... Là, moi, simplement, je suis un relais, mais c'est une interaction constante, quoi. C'est aussi une relation de confiance qui permet ça. Hein. Ça ne s'est pas fait tout de suite, vraiment. Hein. Ça a été très, très long, quoi. Je veux dire, c'est quand elle a compris ce que pouvait être le webdoc qu'elle est venue avec sa mallette. Et dans la mallette, il y avait à la fois ces films-là, la photo que je vous ai montrée, plein de courriers qu'elle avait envoyés aux institutions. Enfin, toute sa lutte, en fait. J'ai réalisé à ce moment-là, je le savais parce qu'elle m'en avait parlé, mais c'était décousu dans le discours. C'est toujours compliqué de retracer, voilà, que là j'avais année après année, mois après mois, tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait envoyé, les réponses obtenues, enfin elle avait tout gardé quoi. Donc des articles de presse, des journaux télévisés, des mobilisations, des blocages de route, enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses que je peux pas là tout. Et sur la recherche avec le LERIS là, donc là clairement. Il y avait, nous on les a clairement accompagnés, donc là c'était le processus de la recherche-action. Il y avait, parce qu'en fait c'était aussi une recherche-action qui s'appliquait aux animateurs. Là on était dans un truc vraiment réflexif aussi, fallait pas. Enfin, l'idée c'était aussi de remettre en question les pratiques des animateurs par rapport aux valeurs de l'éducation populaire initiale qui ont été un peu occultées par la financiarisation finalement un peu de ce secteur. Il faut rendre, enfin vous voyez, l'idée c'était de revenir aux fondamentaux. Ce qu'on a observé quand on a formé les animateurs, c'est que certains, ils avaient déjà des réflexes où, à la base du projet, ils composent avec le rendu qui doit être fait aux institutions, aux partenaires financiers, en réalité. Au moment même où ils rentrent en interaction avec le public, cible de l'action, ils sont déjà en train de penser ce qu'ils vont rendre. Et ça, nous, on a essayé de tout faire. Bon, ça n'a pas marché avec tous, hein, mais on a essayé de tout faire pour... non, il faut revenir sur... On suit vraiment les jeunes sur ce qu'ils veulent, donc on valide des étapes. Et ce qu'on a observé, c'est que souvent dans l'animation, donc il y a un projet, il va être financé et on passe de l'étape 1, en fait, c'est cette idée du projet, à l'étape 5, qui est la réalisation du projet et le rendu final, donc la visibilité institutionnelle du projet, en loupant toutes les étapes de la participation. Et ça, pour nous, c'était hyper important de rester. Et donc, on a fait cette première formation avec plusieurs partenaires associatifs et certains avec lesquels on n'a pas pu fonctionner parce qu'ils étaient trop formatés, finalement, dans cette dynamique voilà, qui est là, quoi, enfin, avec laquelle, bien sûr, il faut composer. Mais nous, on voulait vraiment s'atteler à suivre un protocole qui a été, à mon sens, du point de vue de la recherche, très, très instructif. Enfin, c'est parce qu'on a suivi toutes ces étapes et on a vu que les jeunes, par contre, ils ont suivi à fond. Parce que quand on parle des jeunes qui ne viennent pas au rendez-vous, etc., c'est là où il faut se remettre aussi un petit peu en question. Là, pour le coup, c'était une expérimentation pour montrer... parce que c'est aller même plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, il y avait un voyage avec tous les pays européens qui avaient participé. Donc, il y avait possibilité d'amener des jeunes en fait, à Dublin. Les gens du voyage, prendre l'avion, c'est... déjà d'une, alors là, pour le coup, on pourrait faire la cartographie mentale de ce qu'ils s'imaginent. On avait... il y avait une jeune fille qui souhaitait venir, elle demandait, donc comme c'était en Irlande, elle s'imaginait une île avec tout ce qui est paradisiaque de l'île. Enfin, elle avait toutes les représentations de l'île touristique, en fait. Hein. Je veux dire, en fait, quand est-ce qu'il fallait prendre le maillot, etc. Et en fait, non, mais nous, on a surtout travaillé... Ça, c'était pas prévu au départ, mais comme elle était volontaire pour faire ce voyage, on a travaillé au maximum pour qu'elle puisse venir. Ça a pas pu, et donc, elle a elle-même travaillé au corps ses parents. Ça a été très compliqué. Et on avait obtenu tous les accords. Alors, je vous passe le truc où elle venait que s'il y avait son frère aîné qui venait pour la chaperonner, etc. Donc ça... Mais finalement, ça n'a pas pu se faire pour des raisons administratives. C'est-à-dire, en gros, ces papiers d'identité, ils avaient été faits à je ne sais quel endroit de France. Et c'était super compliqué d'obtenir en fait, un passeport. Et voilà, elle n'avait pas de carte d'identité. Et à cause de ça, elle n'a pas pu venir avec nous. Ça a été une grande déception. Mais au moins, on avait essayé, nous, on l'a accompagnée jusqu'au bout de ce qui était possible, en tout cas, avec nos petits moyens. Voilà. Merci. Eh bien, merci. On va aller déjeuner. Donc on a prévu, voilà, pour les intervenants, on a un petit compte de fin de budget, donc pour les intervenants de cette journée et les organisateurs, on peut vous prendre en charge. Donc on s'attend ici, on va monter à l'étage. Et quant au public, il y a le cafétéria qui est juste à côté. Et puis il y a plein de petites choses.
serait rendez-vous du coup à 14h. Voilà. À 14h, il y aura un petit accueil café, Ouais. et puis le reste des gâteaux ce matin. Donc même un peu à 14h, voilà. Parce que là, on commence assez tôt. Oui, vous pouvez laisser les choses dans la salle, s'il vous plaît. En retard parce que j'ai loupé le train, etc. Enfin, bon, la grève. Et je suis Clélia Bilodeau. Je sais pas s'il fallait signer quelque chose. Vous êtes Clé Bilodeau. Oui, ici. Normalement. Voilà. Et j'ai un stylo normalement sur moi. Voici.